Alors en manchette aujourd'hui, les limites imposées par la ZIS contestées à Saint-Ignace-de-Loyola et une étude pour le réaménagement du quai de Lanoraie est commandée. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 13 juillet. Alors tel qu'indiqué en manchette, les limites imposées par la fameuse ZIS, la zone d'intervention spéciale avec risque d'inondation, sont contestées à Saint-Ignace-de-Loyola. La contestation vient notamment de certains citoyens propriétaires de chalets sur les îles. Alors plusieurs personnes intéressées par cette question s'étaient déplacées pour l'Assemblée du Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola la semaine dernière. L'Assemblée s'est tenue au sous-sol de l'Église et la Sûreté du Québec avait dépêché des effectifs dans le secteur pour surveiller de possibles débordements. Il y a un maximum de 50 personnes qui étaient prévues, mais plus de 50 personnes se sont présentées et plusieurs n'ont pu rentrer dans l'édifice. Il y a un service de sécurité qui avait aussi été embauché par la municipalité pour gérer les entrées dans le sous-sol de l'Église et encadrer le déroulement de l'Assemblée. On peut voir qu'il y avait beaucoup de personnes encore assemblées à l'extérieur une fois que les 50 avaient pu rentrer. Alors, nous avons pu discuter avec une partie des gens qui étaient à l'extérieur, tout comme nous, qui n'ont pu entrer dans la salle. Nous avons notamment échangé avec Stéphane Brazeau, dont le chalet familial sur l'île aux Ours a été détruit par un incendie et qui ne parvient pas à obtenir un contrat pour rebâtir, un permis pour rebâtir en raison de la zone d'intervention spéciale. C'est du moins ce que fait valoir la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. On écoute Stéphane Brazeau. On est en bordure à côté du sous-sol de l'église où a lieu ce soir l'Assemblée de Saint-Ignace-de-Loyola. Il y a beaucoup de citoyens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas pu rentrer. Il y avait un maximum de 50 citoyens. Il y a un des messieurs ici qui a accepté de nous parler de pourquoi il y a beaucoup de gens, entre autres, pourquoi lui était venu. Alors, vous pouvez d'abord vous présenter et puis expliquer pourquoi vous êtes venu. Bonjour, Stéphane Brazeau, résident de l'île aux Ours, en fait. On fait partie de la famille qui a le chalet qui a passé au feu cet hiver, donc il y a pas mal de monde qui sont au courant de ce dossier-là. C'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de monde ce soir pour venir revendiquer le droit de reconstruire. Dans notre cas, c'est un incendie, donc on prétend que la ZIS ne s'applique pas à cause des inondations. On veut revendiquer le droit de rebâtir. Puis ici, ce sont des gens qui sont tous propriétaires de chalets, je crois, dans les îles de Saint-Ignace et Berthier. Du côté de la municipalité, est-ce qu'on fait valoir que c'est un règlement provincial et qu'eux ne peuvent rien faire dans ce cas-là? Pour l'instant, c'est ce qu'ils nous disent, qu'ils s'appliquent sur la ZIS. Il y a des zones grises, selon moi, puis ils ne veulent pas y aller dedans pour être en toute légalité, ce qui est tout à fait normal, là, mais ils ne veulent pas s'impliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire comme une zone grise que la municipalité pourrait tenter de faire valoir pour vous permettre de reconstruire? Regardez, je ne suis pas au courant de toutes les lois et les points de loi du décret. Il se base sur le décret de la ZIS qui dit que dans la zone, il y a le littoral, il y a le 0-20 ans, puis ainsi de suite. Ça, c'est des points de loi que, comme je vous dis, je ne suis pas ferré là-dedans. Là. Mais la municipalité, ils disent qu'ils sont pour nous, mais à date, on trouve qu'il n'y a pas d'action qui a été prise en notre faveur. Et en faveur de tous les autres citoyens qui ont des chalets dans les îles. Qu'est-ce que vous aimeriez que la municipalité fasse de plus maintenant? Bien, nous, ce qu'on veut, comme je vous disais, on veut avoir notre permis, puis ensuite, on verra les choses. Il n'y a jamais personne du gouvernement qui s'est déplacé, venir voir que ça allait les îles, puis il n'arrête pas de nous dire que personne ne doit se reconstruire, puis ainsi de suite. Il faut arrêter de m'emmener. Il faut être au courant des situations des gens de la région, puis ainsi de suite. Là. Alors voici maintenant un autre témoignage qui va dans le même sens, celui de Mario Cournoyer, qui possède lui un chalet à l'île à la queue de rat, aussi connu sous le nom de l'île aux Liards. Ce qui nous amène ici, c'est que dernièrement, il y a eu des propriétaires de chalets qui ont eu des problèmes à reconstruire le chalet dû à un incendie. Mais dans le moratoire imposé par le gouvernement du Québec sur les zones d'intervention spéciale, il n'y a aucun endroit il est mentionné autre que des inondations qui peuvent empêcher une reconstruction ou une construction de chalets neufs. Fait que présentement, on est ici pour contester, pour être capable d'avoir, si le document existe, que la municipalité nous le procure pour qu'on puisse en prendre connaissance. Mais en tout cas, à date, moi, j'en ai pas vu aucun endroit
d'inscriptions autres que les inondations. Et vous pensez que la Ville pourrait faire plus dans ce dossier, que ce n'est pas seulement une décision provinciale? Non, parce qu'il y a d'autres MRC, comme sur le côté de Saint-Anne-de-Sorel, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes que nous autres. Pourtant, ils font partie de la même zone d'intervention spéciale. C'est parce qu'il y a eu un laisser-aller certainement ici, dans quelque part, au niveau du conseil et des gens. Donc là, concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez dans les prochaines étapes que fassent le maire Barthes et les conseillers? Mais jamais qu'on ait le même traitement que les autres, que tout le monde. Ici, là, tu vas arriver dans les îles de Sorel, là, la chenille de la Grâce, les gens qui sont sur le côté de Saint-Anne, le gars de construire, puis les gens qui sont sur le côté de Saint-Ignace, eux autres, bien, sont brimés dans le droit. Pourtant, il y a à peu près 600 pieds qui séparent les deux zones, les deux îles. Alors, comme vous l'aurez compris, la semaine dernière, nous n'avons pas pu entrer dans la salle et questionner le maire Barthes et ses conseillers à ce sujet. Mais ce matin, après l'enregistrement de Saint-Ignace vous informe, nous sommes revenus avec le maire Jean-Luc Barthes sur cette question de la zone d'intervention spéciale et des démarches entreprises pour assouplir les règles mises en place par Québec. On écoute les explications du maire Barthes. Alors, M. Barthes, là, il y a du nouveau dans le dossier de la fameuse ZIS. Entre autres, il y a plusieurs citoyens qui se sont déplacés lors du dernier conseil municipal pour tenter d'en apprendre plus sur ce qui allait arriver. Avec ça, il y en a qui ont peur de ne pas pouvoir reconstruire leur chalet, ainsi de suite. Il y a des démarches qui ont été entreprises. Écoutez, je peux vous dire oui, parce que vous savez que on a fait l'Assemblée, on aurait pu la faire à huis clos, mais j'aimerais mieux faire l'Assemblée au sol d'église pour que les gens viennent s'exprimer, qu'ils sachent ce que le Conseil a fait à présentement. À l'heure actuelle, on a fait beaucoup de choses. On a demandé des rencontres avec Mme Proulx, le député de Sorel, puis M. Fitzgibbon. Ça, il y a une lettre qui est envoyée aux trois pour demander une rencontre. Il y a eu aussi des lettres envoyées à tous les citoyens pour leur dire de faire attention avec leur poêle. Surtout de bien nettoyer la cheminée parce que, vous le savez, il y en a une, j'ai un chalet qui est passé au feu. Puis là, vu que comme la ZIS dit que les îles sont dans le littoral, donc la madame ne peut pas rebâtir, elle ne peut pas avoir son permis. Parce que notre réglementation parle tout le temps de... On était sur l'ancienne 4, mais on a les cotes aussi. Donc, il faudrait qu'elle engage des personnes qui coûteraient trop cher. Fait que là, on s'est pris. Moi, j'ai rencontré M. Péloquin, M. Sylvestre. M. Péloquin, c'est le maire de Saint-Anne-de-Sorel. M. Sylvestre, c'est le maire de Saint-Barthélemy. On s'est rencontrés tous les trois. On en a convenu de former un petit comité avec trois citoyens, trois non-élus. Là, on a M. Champagne, Christian Champagne, qui fait partie de ça, M. Roger Valois et M. Roger Ladue. Mais là, eux autres, je sais que M. Champagne avait envoyé une lettre. Puis là, aussi, il y a eu un appel de conférence avec Mme Noël, l'attaché politique de Mme Proulx, puis aussi l'attaché politique de M. Charest, le ministre de l'Environnement. Ils ont eu un appel de conférence, puis ils en ont déduit, puis elle-même, son attaché politique à M. Charest, a suggéré à M. Champagne que le comité se rencontre, puis qu'on va monter le dossier, parce qu'il va y avoir des auditions au début de l'automne. Les auditions parlementaires, on va aller là, puis on va aller essayer de faire changer les choses, parce que là, c'est là qu'ils vont écouter tous ceux qui ont des choses à dire pour la ZIS, pour essayer de faire changer, on va tout faire pour faire changer les choses. Parce que vous savez, on dit souvent, mais moi je dis, l'archipel du Lac-Saint-Pierre, là, est protégé par l'UNESCO. Aussi, bien, moi je pense que c'est un lieu spécial à comparer à beaucoup de places, puis aussi au point de vue culturel, touristique et patrimonial. Patrimonial, pourquoi? Ça fait des centaines d'années qu'il y a des chalets dans les îles, puis c'est tout le temps donné de père en fils. Donc, on veut essayer de faire sensibiliser, de dire, écoutez, on va pas qu'elle change toute la ZIS, mais on demande à ce que la ZIS a dit qu'il y a dedans. Puis d'ailleurs, dans la ZIS, c'est marqué, si vous passez au feu, vous avez le droit de rebâtir. Mais un peu plus loin, quand tu parles du littoral, bien, tu n'as plus le droit. Fait que là, on contredit les deux places. Ce qu'on demande, nous autres, ce qu'on veut demander au ministre, c'est de dire un statut spécial. Si quelqu'un passe au feu, il va pouvoir rebâtir à la même place, la même grandeur, la même hauteur. C'est rien que ça qu'on veut.
On ne veut pas que la personne, faut qu'elle passe par pas des arpenteurs, mais des biologistes, ainsi de suite. On veut qu'elle ait la même place, c'est tout. Puis même, ils ne peuvent pas déroger parce que la municipalité de Saint-Ignace, on a un dossier de montée sur tous les chalets qu'on a. On a environ 144. On a tout été prendre la grandeur, la largeur, la hauteur, justement pour ça, parce qu'à tous les ans, après ça, ils veulent vérifier 30 des chalets pour voir si c'est rien fait. Donc, il n'y a pas, mais s'il y a des choses qui sont faites puis ils n'ont pas demandé de permis, bien là, on va leur envoyer soit qu'ils payent une amende ou bien on va leur dire, bien, payez donc votre permis. Puis dernièrement, bien là, aujourd'hui, j'ai reçu un doodle de M. Champagne, puis le comité, on devrait se rencontrer la semaine prochaine. Si toutes les autres sont libres, on devrait se rencontrer la semaine prochaine pour discuter probablement, puis commencer à discuter de ce qu'on veut mettre, puis ce qu'on veut dire au gouvernement. Mais lorsqu'on va faire des audiences publiques. Parmi certains des citoyens que j'ai rencontrés l'autre jour en bordure de l'Assemblée, il y en avait qui disaient que du côté de Sainte-Anne-de-Sorel, c'était plus facile d'obtenir un permis. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Je vous dirais oui, parce que leur réglementation est pas comme la nôtre. Eux autres, Sainte-Anne-de-Sorel, quand ils ont fait leur règlement, ils ont gardé la vieille carte. Comme nous autres, excepté, nous autres, ils n'ont pas rien d'autre dedans. Tandis que nous autres, on a les codes qui est écrit. Puis en plus, le MRC de Pierre-de-Sorel a appuyé le Sainte-Anne, mais il faut oublier pas, là, je l'ai dit à l'Assemblée, Sainte-Anne-de-Sorel ont reçu une lettre du gouvernement leur disant d'arrêter d'émettre des permis. Mais Sainte-Anne-de-Sorel, il a pris la lettre, puis j'ai parlé avec M. Péloquin, puis c'est correct. Il l'a mis de côté, puis il continue. Ça, c'est leur jour. Mais moi, je ne peux pas demander à mon urbaniste de donner un permis à une personne, puis que lui, dans notre réglementation, bien, si on parle des cotes, donc en parlant des cotes, il faut aller chercher tout ce qui s'y a dit. Puis là, on le sait qu'au niveau des cotes, on conteste les cotes du gouvernement parce qu'ils sont trop hauts, puis on a fait faire une étude par M. Pierre Dupuis. À partir de Lavaltrie, la MRC a fait une étude à partir de Lavaltrie à Saint-Barthélemy. Puis lui-même, il dit dans son étude que les cotes du gouvernement sont trop hauts. Et il y a d'ailleurs aussi une résolution qui a été adoptée au dernier Conseil des maires en ce sens, qui interpelle la ministre des Affaires. Ah, bien sûr. Moi, j'ai demandé à la MRC d'Autrey d'appuyer la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola puis de Saint-Barthélemy aussi, parce que quand même, Saint-Barthélemy, il n'y a peut-être pas des chalets dans les îles, mais le rang du fleuve ne veut pas, il y a une grosse partie qui est dans les îles. Fait que, on leur a demandé, puis la MRC, ils ont appuyé avec une résolution, puis la résolution a été faite par M. Jean Hubert, puis on lui a demandé de peser fort sur le crayon en disant, bien, c'est parce que nous autres, on veut que ce soit reconnu autant culturel, touristique et patrimonial. Puis c'est ce qui a été fait dans la résolution. Puis aussi, bien, moi, j'avais oublié de leur demander d'envoyer la résolution à MRC de Pierre-de-Sorel, Nicolette, puis parce qu'ils n'ont rien, parce que j'aimerais ça que toutes les MRC de l'entour du Lac-Saint-Pierre puissent nous appuyer aussi. Parce qu'ils sont quand même, je pense que Masquinonré puis la MRC de Nicolette, ils sont un petit peu dans les soucis. Et là, quelle est la prochaine date à surveiller là, dans ce dossier? Bon, là, pour nous autres, là, présentement, là, le comité, on va se rencontrer. On va probablement décider comment on va faire pour monter notre dossier, pour aller présenter. Puis au moment que les audiences publiques vont commencer, s'ils commencent au début de l'automne, bien, on va aller défendre notre point. Puis écoutez, moi j'espère beaucoup que ça serait d'ici à la fin de l'année, au moins d'ici à la fin d'année. Vous savez, il faut être patient avec le gouvernement, puis là, quand vous dites c'est l'attaché politique du ministère de l'Environnement qui nous a dit, le comité, parlez-vous, puis après ça, on va avoir des audiences. C'est tellement qui nous a suggéré la manière de procéder. Vous savez, là, cet automne, c'est quand? C'est-tu au début de septembre? C'est-tu à la fin de saison? On ne peut pas vous le dire. Mais on souhaite que ça se fasse le plus vite possible, que ça se règle le plus vite.
Alors, nous aurons d'autres échos pour vous de l'Assemblée de juillet de Saint-Ignace de Loyola au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, là, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique globalement au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 628 décès reliés à la COVID-19. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 305 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est un de moins qu'hier. 21 personnes se retrouvent aux soins intensifs. C'est un de plus qu'hier. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 298 tests positifs à la COVID-19. C'est 17 de plus que lors de notre dernier bulletin vendredi. Et c'est à compter d'aujourd'hui que le port du masque devient obligatoire dans tous les transports en commun au Québec pour les personnes de 12 ans et plus et sans restriction médicale. Ce qui inclut bien sûr là, le taxibus et l'autobus qui circulent dans la MRC, ainsi que la traverse entre Saint-Ignace de Loyola et Sorel-Tracy. La Société des traversiers précise que le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps à bord des navires, tant dans les aires intérieures qu'extérieures, et il sera aussi fortement recommandé pour les enfants de 2 à 12 ans. La distanciation physique de 2 mètres demeure requise en tout temps sur les navires et d'ailleurs, il y a des agents de sécurité qui veilleront à faire respecter ces consignes. Et la seule situation où le port du masque ne sera pas exigé est dans le cas des automobilistes qui demeureront dans leur voiture, fenêtres fermées durant le trajet entre Saint-Ignace et Sorel. Et dans les autres installations de la STQ, là, dont les gares fluviales, le port du couvre-visage sera fortement recommandé, à plus forte raison lorsque la distanciation de 2 mètres peut difficilement être respectée. Et de plus, si on reste dans le sujet du fameux port du masque, le premier ministre a annoncé aujourd'hui qu'à compter de samedi, le port du masque deviendra obligatoire partout au Québec dans les lieux fermés, donc à compter de ce samedi, le 18 juillet. Donc, terminer le temps de faire son épicerie sans porter le masque pour protéger tout le monde. Et les enfants de moins de 12 ans n'auront pas cette obligation, mais c'est quand même fortement recommandé pour les grands-enfants. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 13 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gaëtan Giroux, Marielle Valois et Michel Brissette. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Tel qu'indiqué en manchette, là, il y a le conseil municipal de Lanoret qui a voté la semaine dernière en faveur d'une motion pour accorder un contrat afin qu'une étude soit réalisée sur les réparations qu'il serait souhaitable d'effectuer au quai de la municipalité. Les explications du maire Gérard Jean. Au niveau du quai, oui, bien là, c'est un mandat qu'on a donné à une firme d'ingénieurs pour regarder l'ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. On regarde parce qu'on sait que les citoyens apprécieraient beaucoup avoir un quai d'appoint. Puis on a déjà regardé dans le passé, on nous avait amené des prix comme autour de 100 000 $. Là. Fait que là, on est en train de regarder si on ne pourrait pas faire quelque chose de moins dispendieux puis quelque chose qui serait potable là, pour pouvoir mettre de l'argent là-dessus. Puis c'est sûr, on le sait qu'il y a des citoyens qui l'utilisent, tout ça, mais il faut toujours aller proportionnellement dans toutes nos dépenses. Mais on sait que c'est une chose importante, le quai. Et puis, on est en train de regarder là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour satisfaire les utilisateurs le plus possible. Mais quand vous dites quai d'appoint, est-ce que ça veut dire que le quai qui est là, lui, ne serait pas réparé et qu'il y aurait un autre quai d'appoint? Non. Le quai, les réparations qu'il y a à faire, on les fait. Mais okay. Un quai d'appoint, c'est surtout pour que quand les gens descendent leur bateau, pour qu'ils puissent aller l'accoster
le temps qu'ils vont stationner leur véhicule, parce que sinon, ça ralentit beaucoup le processus. La personne est obligée de descendre le bateau, un autre ne peut pas descendre tant qu'il n'est pas revenu, puis ça amène toutes sortes de contraintes, je veux dire, aux gens qui l'utilisent. Puis en même temps, dans ce dossier-là, dans le dossier du quai, on fait aussi attention par rapport à... Il faut toujours qu'on pense à l'utilisation aussi, parce que on a une problématique là, sur le quai, surtout la nuit. Et puis, les policiers sont obligés d'intervenir souvent, parce qu'on sait que dans les endroits publics, il n'est pas supposé avoir personne après 23 heures. Mais ce qui se passe, c'est que les gens viennent en pleine nuit. Il y en a qui viennent fêter là, il y en a qui viennent faire du bruit, la musique au bout. Puis ces gens-là, c'est peut-être pas mal intentionné, mais il y a des propriétés qui sont très près ici du quai. Et puis, les propriétés qui sont près subissent beaucoup de désagréments avec ça. Je veux dire, les gens se font réveiller en pleine nuit parce qu'on n'y pense pas, mais sur l'eau, le bruit, il voyage beaucoup plus rapidement. Tu sais, moi, je demeure sur le bord du fleuve, puis il y a quelque chose de l'autre côté. Nous, c'est les grèves de contre-cœur. À un moment donné, il y avait une petite fête. C'était même pas quelque chose de gros. Mais ma femme a dit, je pense qu'il y a quelque chose dans le cours. Il y a quelqu'un dans le cours. Puis je sors, mais je dis, ben non, ça vient de l'autre côté. Puis pourtant, c'était 1 kilomètre de l'autre côté. Là. Moi, je suis dans la partie où c'est que c'est le plus étroit. Donc, ça amène beaucoup de contraintes. Fait que quand on prend des actions, il faut aussi penser pour ne pas nécessairement encourager les gens à venir là dans la nuit puis pour déranger le voisinage. D'ailleurs, on nous avait demandé par rapport à la fameuse baleine. Là, Oui. à un moment donné, il a été évalué la possibilité de venir la sortir ici à Lanoret. C'est sûr qu'on l'a regardé quand on a eu la demande, mais on a justement pensé à tout le voisinage avec les odeurs, tout ça. En fin de compte, on a été obligé de refuser. Puis c'est pour ça qu'ils sont allés à Sainte-Anne-de-Sorel. Mais c'est une grosse affaire, mais il reste que sortir ça en plein... Nous, notre quai est en plein centre du village, surtout Oui. l'endroit où c'est que c'est le plus achalandé dans le village. Donc là, vous faites des réparations, vous avez donné un contrat des réparations de combien pour ça? Bien là, on ne sait pas. Là, c'est une firme d'ingénieurs. Là, on veut évaluer avant. OK, c'est juste l'évaluation. Puis eux, ils vont vous faire un rapport dans un mois, quelque chose comme ça? Ben, c'est ça. Ils vont nous faire un rapport, puis là, à ce moment-là, il y a une décision qui sera prise par le conseil. On va regarder les coûts puis ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on n'a pas encore d'idée exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire. Fait que c'est ça qu'on veut regarder. Et nous passons à notre seconde pause. Alors, comme vous le savez, là, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Michel Terrien, décédé au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthierville le 4 avril dernier à l'âge de 69 ans. Il était l'époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Les soucis dans le deuil, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans la région de Joliette et Berthierville. Il a su canaliser sa joie de vivre auprès du personnel du centre d'hébergement Champlain-le-Château ainsi que de ses voisins de résidence. Et tout au long de sa vie, il fut impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club optimiste de Berthierville. La famille tient à remercier le personnel du centre Champlain-le-Château pour les bons soins prodigués et des dons pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC seront acceptés au salon. La famille vous accueillera
le samedi 18 juillet dès 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 14h30 et M. Terrien sera inhumé au cimetière de Berthier. Et bien sûr, votre collaboration est sollicitée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon. Alors, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi qui va faire la météo en ce lundi matin. Donc pour cet après-midi, on prévoit des températures quand même assez chaudes, donc 26 degrés avec un ressenti de 32. Tout ça couplé à des risques d'orage quand même assez élevés. Donc faites attention à ça. On sait qu'on l'attendait depuis quelques temps et le ciel est assez obscurci. Donc il y a quand même beaucoup de chances que ça l'arrive. Pour lundi soir, encore possibilité d'orage, 22 degrés avec un ressenti de 26. Lundi nuit, les risques d'orage vont être amplifiés. Donc là, il y a vraiment beaucoup de chances que ça l'arrive avec des températures plus faibles, 17 degrés avec un ressenti de 16. Mardi matin, là, les orages vont se dissiper en théorie, donc la température va être de 18 degrés avec un ressenti de 18 et ça va être assez nuageux. Mardi après-midi, ensoleillé avec passage nuageux encore une fois, avec une température de 24 degrés avec un ressenti de 28. Mardi soir, 21 degrés avec un ressenti de 23 et là, ça va être vraiment ensoleillé, donc on va être quand même assez bien. La qualité de l'air sera bonne. Le niveau de UV sera bas et le pollen sera également bas. Et toutes ces conditions assez avantageuses vont être permises justement par le temps un peu nuageux et orageux qu'on a à l'extérieur. Niveau bulletin insectes, alors là, on est un peu en dehors du cadre habituel pour les journées qui vont venir cette semaine. Alors les moustiques, comme à l'habitude, c'est élevé, mouches à chevreuil modérées et mouches noires faibles. Mais là, on a des changements qui sont en train de s'opérer. Pour la journée de mercredi, les moustiques vont être très faibles. Et moi, je vais qualifier mercredi de journée idéale niveau insectes si vous voulez aller en forêt, vous promener à Berthierville. Et sinon, le lendemain, jeudi, ça va être une journée un peu atroce parce que là, les moustiques vont être élevés, mais aussi les mouches à chevreuil. Mouches à chevreuil qui sont habituellement modérées vont sortir beaucoup plus. Mouches noires assez faibles encore là. Donc, mercredi, journée idéale. Jeudi, journée vraiment terrible niveau insectes. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Xavier de CTRB. Passez une bonne journée. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et bonne fin de journée à tous et à toutes. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc
Quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau